Communiquer est vraiment un art. Oui, un art délicat, spécialement quand on est en colère. Imaginez-vous par exemple que vous êtes en colère contre, par exemple, votre enfant. Comment allez-vous exprimer vos ressentiments sans qu'il ne se sente agressé? De même, comment accueillir ou comprendre ses reproches à votre rencontre sans vous sentir vous-même cruellement blessé? Est-ce tout simplement possible ou souhaitable et comment faire concrètement? Françoise Keller, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur aux éditions Interéditions d'un ouvrage intitulé « Pratiquer la communication non violente » qu'on appelle aussi communément la CNV. Alors comment en êtes-vous venu à vous intéresser à communiquer sans violence ? C'est une découverte que j'ai fait un peu par hasard. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et je travaillais à l'époque comme manager dans une structure. Et régulièrement, je me trouvais confrontée au fait que je vivais dans les relations des choses qui ne me convenaient pas, dans les relations familiales. Mais je crois que ce qui m'a encore plus touchée, c'est dans les relations professionnelles, où je trouvais que parfois on avait des habitudes qui ne me semblaient pas aller dans le sens de la coopération. Et moi, j'adore la coopération. Et du coup, j'ai voulu comprendre en fait qu'est-ce qui fait que la coopération soit pas quelque chose qui est une attitude classique et évidente pour chacun. C'est délicat en fait. C'est délicat parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas appris en fait à coopérer. Et quand j'ai découvert la communication non violente, je me suis dit mais c'est ça que je cherche, c'est ça qui met des mots sur ce que j'ai envie de vivre et c'est ça qui me donne des clés très concrètes pour développer des relations qui me vont et qui me satisfont et qui satisfont les autres. Et du coup, je me suis formée pour moi d'abord et puis après, je me suis dit je peux pas garder ça que pour moi et maintenant j'ai de la joie vraiment à le partager et à le transmettre. Alors, vous dites les relations en général, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans tous les aspects de notre vie ? Donc, ce qui me touche effectivement beaucoup dans ce processus, c'est qu'il s'adapte à l'ensemble de nos relations. Donc, aussi bien déjà la relation avec soi, nos relations avec nos proches, notre famille, nos voisins, nos amis, et puis les relations professionnelles dans l'entreprise, dans le secteur associatif, dans nos engagements aussi citoyens. Oui, je connais pas d'espace où la CNV peut pas être transformatrice en fait. Souvent, on a ce désir de partage, ce désir de communion, ce désir d'unité, ce désir d'expression ou d'écoute. Et puis, j'allais dire, entre guillemets, il y a un bug, on ne sait pas pourquoi, ça marche pas, il y a de l'agressivité qui arrive. Et puis on se dit, mais comment on en est arrivé là? C'est pourtant pas ce que je souhaitais au plus profond. C'est ça l'expérience de beaucoup? Oui, en fait, l'expérience, c'est très frappant quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Effectivement, ils disent cette qualité dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on a tous soif de relations dans lesquelles chacun peut être entendu, respecté, on a tous besoin de donner du sens à notre vie, etc. Il y a des moments où on y arrive très bien, donc la CNV, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des moments où on pratique la CNV, j'ai envie de dire, sans se rendre compte. Ça nous paraît, on a tous des expériences de relations qui sont fluides, joyeuses, créatives, nourrissantes. Et puis, en fait, ce qu'on expérimente, c'est que quand nous sommes touchés, quand on est touché dans quelque chose qui est blessé en nous, ou qui est important en nous, on perd en fait cette compétence, on perd cette capacité d'ouverture de cœur. Et du coup, la CNV nous donne des repères en fait pour nous retrouver et pour reprendre du pouvoir en fait sur notre manière d'être en relation avec nous et avec l'autre, avec des repères assez concrets qui nous permettent de retrouver cette capacité qu'à certains moments nous perdons tous. Là, vous avez parlé d'ouverture de cœur. Oui, je parle d'ouverture de cœur au sens où, comme vous dites tout à l'heure, si jamais je suis en tension avec quelqu'un et que c'est une relation qui est précieuse pour moi, comment je vais faire pour garder un chemin où je vais pouvoir à la fois dire ce qui se passe en moi avec authenticité et avec une confiance que cette parole peut être entendue, accueillie, et comment aussi je peux me déplacer pour aller me dire, mais au fond, qu'est-ce qui est si précieux chez l'autre pour qu'il s'adresse à moi de cette manière. Et évidemment, si l'autre m'exprime un reproche, un jugement, une critique, j'ai plus de mal à aller voir la beauté de ce qu'il est en train de me dire quand il dit ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que je vais forcément être d'accord avec la manière dont il le fait, mais comment je peux garder au fond de moi cette confiance qu'on peut s'accueillir mutuellement dans ce qui est précieux en chacun. Mais pour ça, il faut, j'allais dire, prendre de la distance avec ce qu'on ressent, etc. Souvent, dans la précipitation, on n'a pas de distance dans l'expression. Alors, quelle est la première chose à faire ? Effectivement, je parlerais plus de conscience que de distance. C'est vraiment apprendre à repérer ce qui se passe en nous. Et la première chose qui se passe
qui nous fait perdre en fait cette capacité d'ouverture, c'est qu'à certains moments, on a des jugements, des exigences, des critiques qui nous arrivent dans notre mental, dans notre tête, des jugements contre l'autre, des jugements contre soi, et que la première étape du processus CNV va être de repérer en fait ces jugements et de les observer comme on serait observateur en fait de bienveillant, hein, de avec notre soi-même. vie. Donc c'est d'abord avec soi-même, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. L'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est-à-dire l'empathie pour soi, Une bienveillance. la bienveillance, Vis-à-vis de soi-même. l'accueil de soi-même. Comment je peux prendre conscience qu'à un moment donné, eh ben, j'ai un jugement qui m'arrive et comment je peux le regarder comme avec bienveillance, c'est-à-dire comment je peux l'accueillir et aller voir, tiens, de quoi il me parle ce jugement. Alors, par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'être en colère. Donc, c'est la colère aussi, ce jugement. C'est quoi? Si je suis en colère par rapport vis-à-vis de mon enfant, par exemple, je dis n'importe quoi. Mon enfant, il fait froid et il part pratiquement sans manteau. Donc, ce jugement, c'est dire, mais à quoi il pense? C'est ça, le jugement? Alors, très bon exemple, il fait froid. Non seulement il part, il part en t-shirt, il veut partir en t-shirt. Les ados font souvent ça. Il veut mettre son t-shirt jaune qu'il aime trop. Et il fait -5 dehors. Voilà. À ce moment-là, il va nous arriver deux choses en fait. Il va nous arriver des jugements sur l'enfant. Il se rend pas compte. Des diagnostics aussi. Oui, mais c'est parce qu'il est petit, il n'a pas conscience. Il fait ça pour tester les limites. Voilà, je vais avoir des tas de jugements sur l'enfant. Et puis, je vais avoir aussi des jugements sur moi. Ou peut-être sur le conjoint. En me disant, mais c'est moi qui ne sais pas l'éduquer, c'est moi qui ne sais pas me faire entendre, je suis trop autoritaire et du coup maintenant je le paye. Voilà. C'est ça, observer que dans le film de notre tête, il y a des tas de jugements qui nous arrivent et qu'on apprend à écouter, à démêler et on essaye de voir ce qu'il y a dessous. Donc, on prend conscience déjà, donc on accueille les jugements, hein, les reproches qu'on a, ça c'est la première étape. Et puis après, on va vers concrètement l'observation, c'est-à-dire il part concrètement en t-shirt alors qu'il fait -5. C'est ça l'observation? Alors l'observation, c'est effectivement qu'il fait -5 dehors et qu'il me dit « je veux mettre mon t-shirt, je n'ai pas besoin de mon manteau ». Voilà. Donc c'est factuel. Donc l'observation, c'est vraiment à un moment donné... Il y a quelque chose qui se passe dans mon environnement, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, qui est un stimulus pour moi. Et c'est essayer de choper, j'ai envie de dire, le stimulus qui m'arrive pour me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc effectivement, l'observation, c'est qu'il me dit qu'il ne veut pas mettre son manteau. C'est pas, par exemple, qu'il teste mes limites. Ça, c'est un diagnostic. Alors, vous mettez dans votre livre, j'ai beaucoup aimé une phrase de Krishnamurti, qui est un Indien, qui est mort dernièrement, qui était un contemporain, qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, et qui dit « Observer sans évaluer est la plus haute forme de l'intelligence ». C'est fort, non? Oui, c'est fort et c'est assez paradoxal parce que plus on est éduqué et plus on a appris à évaluer. C'est tellement difficile d'observer sans évaluer. C'est ça, c'est-à-dire... Alors, ce que j'aime avec la CNV, en fait, c'est que ce qui m'a vraiment, je crois, profondément bouleversée et touchée dans la CNV, c'est qu'elle ne nous dit pas de ne pas juger. Elle ne nous dit pas qu'on ne va pas juger. Et moi, c'était mon problème, en fait, au début. C'est-à-dire, j'avais entendu qu'il ne fallait pas juger. Donc, je pensais que le jugement, c'était mal. Or, quand je dis le jugement, c'est mal, je porte un jugement. Et je trouve que ce qui est très détendant dans la CNV, c'est de dire, OK, tu as des observations, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que tu entends, il y a des choses que tu vois. Et quand tu entends et quand tu vois ces choses, ton mental, ta tête, ton esprit, une forme d'intelligence produit des jugements. Donc, on accueille ces pensées, ces jugements. On accueille et on observe juste que c'est deux choses différentes. Voilà. Mais on accueille avec bienveillance. C'est ça, donc, hein, ça, sans se juger soi-même. Donc, on est cool avec soi-même. On dit, bon, OK, tu juges. Après, concrètement, qu'est-ce que tu vois? C'est ça? Qu'est-ce que tu observes? Alors voilà, il y a deux choses qu'on fait. La première chose, c'est effectivement d'apprendre à faire la différence entre le jugement et l'observation. D'apprendre à cultiver ça, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est très mélangé. Et on croit parfois que, voilà, quand l'autre est égoïste, on le prend pour une observation, mais c'est pas une observation, c'est un jugement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va essayer d'entendre derrière le jugement quel est le trésor qu'il y a derrière.
Avec vous, Françoise Keller, nous parlons donc de la communication non violente et vous dites que derrière les jugements, il y a un dragon qui est derrière, qui protège finalement quelque chose. Alors, on va poursuivre parce que j'ai hâte de savoir quel est le trésor qui protège. Alors, on accueille ces jugements, on observe et puis on se relie aussi, j'allais dire, à ses sentiments. Par exemple, je suis une colère noire, ça c'est un sentiment. On se relie à quoi ? À ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Chaque fois qu'on a un jugement, que ce soit un jugement positif ou un jugement négatif, on peut observer qu'en fait, l'état de notre corps a changé. C'est ça qu'on appelle le sentiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre corps. Quand j'ai un jugement négatif, en général, j'ai un sentiment désagréable qui peut être de la tension, qui peut être de la crispation, qui peut être d'avoir mal au ventre, d'avoir la gorge nouée, voilà. Le souffle coupé. Du coup, voilà, les larmes aux yeux, et qui va être associé à des sentiments qui peuvent être de colère, qui peuvent être de peur, qui peuvent être de tristesse, voilà. Et chaque fois que j'ai un jugement positif, en général, je suis plutôt dans la détente et dans l'expansion, avec des sentiments qui vont être agréables, qui vont être la joie, l'enthousiasme, la sérénité. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas un sentiment, mais qui sentent plein de choses différentes, qui ont trop de choses, qui sont submergés par leurs émotions, et qui vont dans tous les sens. Alors, comment faire ? Alors, il y a plusieurs possibilités à ça. Il y a effectivement des personnes qui ont la chance d'avoir de la sensibilité. La chance ? La chance, parce que le sentiment, on va voir aussi, qui donne des indications sur les besoins fondamentaux. Et qui ont besoin d'apprendre à démêler leurs sentiments. C'est-à-dire qu'elles captent beaucoup de choses et qu'elles ont du mal à voir qu'en même temps, elles sont à la fois, par exemple, joyeuses et en même temps, elles sont inquiètes. Et que chaque sentiment va donner des indications de besoins différents. Parfois aussi, elles sont submergées parce qu'en fait, elles n'ont pas écouté qu'il y avait un sentiment qui commençait à monter. Et le sentiment et le besoin, c'est un petit peu comme un petit enfant. Si on ne l'écoute pas, il va trouver les moyens de se faire entendre. Il va prendre de plus en plus de place. Donc c'est peut-être parce qu'au départ, cette fameuse bienveillance avec soi-même, on ne l'a pas eue et qu'on a voulu écraser un sentiment qu'on sentait monter. On l'écrase, on l'étouffe et puis finalement, ça sort. Mais alors, c'est l'explosion, non ? C'est ça. Il y a quelque chose de la vie en nous qui veut jaillir. Qu'on appelle le besoin fondamentaux. Pour moi, les besoins fondamentaux, c'est comme ça que je le nomme. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous qui veut s'épanouir, qui veut jaillir, comme une source de la vie qui veut prendre de la place. C'est le besoin. Et si je l'empêche de jaillir, ou si j'entends pas qu'elle jaillit, elle va prendre de plus en plus de puissance parce qu'elle veut se faire entendre. Donc, au début, ça sera peut-être une toute petite sensation par exemple, je rentre du travail et je suis fatiguée, je suis un petit peu agacée ou j'ai moins de patience que d'habitude. Mais voilà, j'ai appris qu'il fallait prendre sur soi et j'écoute pas. Et si j'écoute pas, petit à petit, ça va prendre plus de place. Donc, je vais être de plus en plus soit épuisée, soit agacée. Ça va monter, et jusqu'au moment où je risque d'exploser au mauvais moment avec la mauvaise personne. Avec la mauvaise personne, peut-être quelquefois avec la personne qu'on aime le plus, non ? Et qui nous est le plus cher. Par exemple, voilà, je donne un exemple. Si j'ai une journée qui a commencé par des embouteillages, j'arrive en retard, je croise mon patron qui me dit « c'est à cette heure-ci que t'arrives, il n'y a plus de café à la machine à café », j'avais une réunion qui dure plus longtemps que prévu, je devais déjeuner avec quelqu'un qui finalement ne vient pas, voilà. Plein de choses qui se passent toute la journée qui me contrarient, que j'écoute pas parce que je suis un bon professionnel, j'assure. Je pars à 6h alors que j'avais dit que je pars à 5h, j'arrive à la maison et mon conjoint me dit « t'as oublié d'acheter le pain ?» et j'explose. Voilà. Et j'explose avec la personne que j'aime le plus au monde. Voilà. Donc c'est dommage. Et donc, si on veut reprendre ça voudrait dire qu'au départ, il fallait peut-être écouter la fatigue qu'on avait en soi, ne pas juger le fait qu'on soit fatigué, observer calmement, par exemple, qu'il n'y avait plus de café dans la machine. Et alors, on fait quoi avec tout ça ? Voilà, je ne sais pas si j'observe calmement, mais j'observe que quand il n'y a plus de café à la machine ou que je croise mon patron qui me dit « c'est à cette heure-ci que tu arrives », voilà, il y a quelque chose qui est en moi, qui est de l'agacement, ou qui est de la frustration, ou qui est de la colère, voilà. Et c'est ce sentiment et le jugement qu'il y a avec, c'est des indicateurs que j'ai un besoin précieux, quelque chose de précieux en moi qui n'est pas satisfait. Et c'est quoi qui est précieux, par exemple, en soi ? Donc, par exemple, si j'imagine que je croise mon patron qui me dit « c'est à cette heure-ci que tu arrives » alors que je viens de passer 20 minutes dans les embouteillages, peut-être que mon besoin, c'est un besoin de douceur, un besoin de bienveillance, un besoin d'être accueilli, un besoin de
de compréhension pour ce que je vis, pour tout l'investissement que j'ai dans mon travail. Ça ne veut pas dire que mon patron, il a dit ça pour ne pas reconnaître mon investissement. Mais moi, quand j'entends ça, ça vient toucher le fait que j'aimerais tellement de la reconnaissance de tout l'investissement que je mets dans mon travail et toute l'énergie que j'ai mise pour arriver à l'heure où j'arrive. Ce besoin-là, j'ai besoin de le reconnaître, de voir « Ah tiens, c'est ça qui est touché là maintenant ». Et après, j'ai le choix, soit de le dire, soit d'en prendre soin. Voilà, si mon besoin, c'est un besoin de reconnaissance de toute l'énergie que je mets dans mon travail, je peux peut-être me faire une petite liste dans mon agenda de gratitude vis-à-vis de moi-même, de me remercier pour l'investissement que j'ai. Oui, parce que, par exemple, si on prend le milieu du travail, si chacun commence à dire moi j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin, est-ce que ça va être vivable aussi ? Est-ce que dans une vie de société, on n'a pas à prendre sur soi aussi ? Alors la CNV, c'est aussi une invitation à la responsabilité, à la conscience et à la responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable de prendre soin de la vie en moi et de prendre soin de mes besoins. Pour prendre soin de ces besoins, j'ai plusieurs choix possibles. J'ai le choix d'aller demander à quelqu'un, est-ce qu'il aurait de la joie à contribuer à mes besoins ? Voilà. Je me rends compte que j'aurais vraiment besoin de reconnaissance pour tout le travail que je fournis. Je vais aller voir un collègue, je vais lui dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse qu'on passe 10 minutes une fois par semaine pour se donner 5 minutes à chacun un feedback sur ce qu'on a apprécié l'un de l'autre. Voilà. Ça va prendre 10 minutes à la machine à café et au lieu de critiquer la société, on va faire ça et peut-être ça sera plus nourrissant. Si elle a de la joie à le faire. Donc il y a quelque chose d'aller chercher quelles sont les personnes sur cette planète qui auraient de la joie à contribuer à mon bien-être. Et c'est pas toujours la personne stimulus, par exemple. Peut-être que mon chef, au moment où il me croise, il n'a pas du tout envie de me donner de la reconnaissance parce que lui, ça fait un quart d'heure qu'il attend et qu'il a besoin de soutien et qu'il a besoin, voilà, et qu'il n'est pas du tout cette énergie-là. Peut-être qu'un collègue aura plus cette énergie-là. Peut-être qu'un ami, mon conjoint, un thérapeute aura plus d'énergie à ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi une forme de responsabilité au sens où de me dire, tiens, mais ce besoin, est-ce que je peux pas aussi y contribuer par moi-même ? C'est-à-dire, parfois, j'attends des autres des choses que je pourrais nourrir chez moi. Par exemple, je peux me faire un cahier... Ce que font beaucoup de gens qui font de la CNV, c'est de faire un cahier de gratitude. Pour soi-même ? Pour soi-même. On se prend un petit cahier, puis on se dit, t'es pas mal finalement, t'as fait ça, c'est bien, c'est ce genre de choses. Alors justement, on va pas dire c'est pas mal et c'est bien, en fait. On va... Parce que ça, il y a une part de nous qui a peur de l'orgueil, et il y a une part de nous qui sait que c'est pas si bien que ça. Donc, on a un juge intérieur, enfin, si vous êtes comme moi, j'ai un juge intérieur très fort. À la fin d'une journée, il voit tout ce que j'ai fait de travers. Donc, si à la fin de la journée, je prends une feuille et je note que je suis une super formatrice ou une super intervenante, j'ai une partie de moi qui fait la liste de tout ce que j'ai fait de travers. Voilà. Donc ça, je sais que ça marche pas. Par contre, je sais que je peux être dans l'observation. Il y a réellement des choses que j'ai faites. Voilà. J'ai fait le choix ce matin de mettre de l'énergie pour être là, pour cette émission. Je peux voir que j'ai fait des choses, voilà, pour m'organiser, pour être là à l'heure et pour être présente, et je l'ai fait au détriment d'autres choses, forcément, c'est un choix que j'ai fait. Ça, c'est une observation, c'est un fait. Personne ne peut me dire que c'est faux. Voilà. Du coup, mon juge intérieur, il est beaucoup plus tranquille, parce que c'est la réalité. Et je peux voir que quand j'ai fait ça, ça a contribué à nourrir des besoins chez moi, des besoins de partage, des besoins de sens, des besoins de connexion, que le temps qu'on a pris avant l'émission, ça a nourri des besoins de lien, de complicité, de partage. Et ça, je peux l'observer. Voilà, c'est ça qu'on appelle la gratitude. Oui, la gratitude, c'est original parce qu'en même temps, on vous invite à dire merci pour telle chose. Et puis, il y a aussi une démarche en même temps qui est une grande démarche, j'ai l'impression, d'humilité, de reconnaître ses besoins. Reconnaître, par exemple, qu'on a un besoin de reconnaissance, c'est pas simple. Ça demande de l'humilité de reconnaître que finalement, on aimerait bien ne pas avoir besoin de reconnaissance, par exemple, dans le surmoi ou la façon idyllique qu'on peut se voir et dire, finalement, non, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de délicatesse, etc. Ça demande peut-être aussi une bonne dose d'humilité, non ? D'humilité, d'apprendre à s'aimer soi-même. Je crois que c'est pas si facile que ça. On a plus de facilité sans doute à écouter un ami très cher que soi-même. J'aime beaucoup cette phrase d'Anne Philippe qui dit être à soi-même une présence amie. Une présence amie à soi-même.
Je voudrais revenir sur une critique que je vois très bien poindre et qui pointe aussi en moi d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu égoïste tout ça? Allez, du nombrilisme, on réfléchit tellement sur soi. D'abord, on n'a pas beaucoup de temps. C'est hyper individualiste. Est-ce vraiment nécessaire? Alors j'aime bien cette objection parce que c'est sûr que si c'était égoïste, moi ça m'intéresserait pas. L'observation, c'est que quand j'écoute pas ce qui se passe en moi, en fait, je suis moins disponible aux autres. C'est-à-dire que si j'ai pas écouté les critiques que j'ai vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis de mon voisin qui fait de la musique le soir, etc., j'ai pas d'ouverture de cœur à aller écouter ce qui se passe en lui. Je suis pas disponible à la relation. Donc il y a quelque chose vraiment d'observer que le fait de prendre soin de soi, c'est pas pour être fermé, c'est pour être disponible à la relation. Et l'autre chose aussi qui pour moi est une clé essentielle dans la CNV, c'est qu'un de nos besoins fondamentaux, c'est de contribuer au bien-être des autres. Et une des intentions de la CNV, c'est de réveiller en nous ce besoin de contribuer au bien-être des autres et de réveiller ça chez l'autre. C'est-à-dire que si je fais quelque chose parce que je suis obligée ou parce que j'ai peur de perdre la relation, je ne le fais pas avec la joie de contribuer au bien-être de l'autre. Et du coup, je me ferme en fait. Donc ce que je trouve intéressant, et je pense qu'on peut le confirmer dans nos expériences personnelles chacun, c'est que prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est la même chose en fait, c'est le même mouvement. La vie est un art. Bénédicte Draillard. Alors, vous avez dit que vous étiez aussi formatrice, vous accompagnez aussi des personnes, bien sûr, dans ce chemin de la communication non violente. Est-ce que vous avez vu ça d'une façon expérimentale sur les personnes que vous accompagnez, que ces personnes-là, après avoir fait un retour de conscience sur la façon dont elles vivaient la communication, ça les a plus ouverts aux autres? Alors, c'est sûr que des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Oui, je peux prendre par exemple des témoignages de parents qui prennent conscience à un certain moment qu'ils ont besoin de prendre soin d'eux. Et c'est pas facile pour une maman qui travaille, qui a des jeunes enfants, d'accepter de dire « Tiens, j'ai besoin de prendre un temps pour moi ». Et je me souviens par exemple dans un atelier parentalité, dans un quartier qui était sensible, une maman qui était épuisée et qui disait en plus qu'elle n'avait absolument pas de temps pour elle. Et puis on a essayé de voir que dans son agenda, il y avait des moments où elle était seule. Et je me souviens par exemple d'un moment où elle dit « Ah bah oui, effectivement, quand je vais poster une lettre à la poste, je marche pour aller à la boîte aux lettres et j'ai 5 minutes où je suis seule. » Et je lui dis « Ok, pendant ces 5 minutes, comment tu pourrais écouter ce qui se passe en toi, t'apporter de la douceur, t'apporter de la bienveillance ?» Donc elle s'est entraînée à ça et elle a vu que du coup, elle était beaucoup plus disponible pour ses enfants et que quand elle faisait quelque chose, par exemple la vaisselle, par exemple l'aspirateur ou s'occuper des devoirs, elle le faisait parce que c'était joyeux. Elle le faisait pas d'un lieu où je le fais parce que je suis obligée ou d'être déconnectée d'elle-même. Elle témoignait qu'elle était beaucoup plus présente en fait à sa vie de famille et beaucoup plus disponible en fait. Un grand merci Françoise Keller, nous avons hâte de voir prochainement ensemble. Alors enfin, comment on va pouvoir s'exprimer après avoir été bienveillant avec soi-même? À bientôt. Merci.